Tu as dit j'ai été éduquée comme un homme. Oui. En fait. Oui. Est-ce que le fait de ne plus avoir cette autonomie financière t'a reconnecté avec ta féminité? Une forme de vulnérabilité féminine? C'est une très bonne question. Quand tu es dans la colère, tu es dans une posture de victimisation. Je ne m'aimais pas assez et j'avais besoin de travailler sur ces aspects-là. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Je voulais pas de vide et je voulais pas accepter de ne plus être en fait libre et indépendante. Financièrement. Quand j'ai quitté le salariat, de plus avoir un salaire tous les mois, ça a été compliqué. Ouais. Ça a été compliqué de l'accepter. Des fois, on me dit, oui, dans ton podcast, on parle de femmes, mais on oublie les hommes. Il y a des hommes formidables, comme dans toutes les cultures et les sociétés. Il y a des hommes qui sont malheureusement, mais il y en a qui sont formidables. Et je veux dire, et quand ils sont formidables, on leur rend honneur dans ce podcast aussi. Ton époux, le mien, voilà. Oui, c'est important. C'est important. مرحبا بكم والف مرحبا bien sûr في le podcast ديال la femme marocaine par excellence. انا وانتي انا اليوم ياسمين القراواني مع صوفيا حسناوي الشاوي. Bonjour Sophia, comment ça va? Bonjour Yasmine, très bien, très مرحبا bien. بك. الله يبارك فيك. مرحبا بك في l'espace ديالنا ديال les femmes. غزال هاد l'espace. عجبني بزاف. Merci beaucoup, merci d'être là. الله يبارك فيك. Alors Sophia, Oui. toi tu es maman, Absolument. tu es épouse. Oui. Tu es Managing Director de HFB Business Company. Tu es consultante en développement personnel et professionnel. Et en fait, tout ça, c'est un petit peu une deuxième partie de ta vie. Ce n'était pas la première. Oui, c'est très, très, très important ce que tu viens de dire et de le souligner. Parce que oui, j'ai eu une première carrière, on va dire, dans le secteur bancaire, plus de 10 ans, donc, où j'ai eu l'opportunité de naviguer différents postes au sein de l'écosystème bancaire. Donc, tu étais dans la finance? J'étais dans la finance, absolument, et j'ai développé différentes expertises dans la banque, allant du correspondent banking, donc tout ce qui est gestion des relations commerciales des banques étrangères, au développement des partenariats, à la gestion de projets. En 2022, j'ai quitté l'écosystème pour entamer et amorcer une transition professionnelle dans les métiers de l'accompagnement. Voilà. Donc, je me suis formée. Ok, voilà. Alors, on va y aller petit à petit. Absolument. Parce que moi, j'adore lire entre les lignes, en fait. Oui. Pourquoi? Parce que quand les gens voient une évolution, un changement de l'extérieur, ils se disent, oui, bon, bah, elle est passée de ça à ça, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé derrière. Les couches, en fait. Dans les coulisses. Dans les strates, dans les coulisses, exactement. Ouais. Donc, 2022, tu quittes la banque, le monde de la banque, le monde de la finance. Tu fais un changement de cap totalement, puisque là, tu es dans les métiers d'accompagnement, dans le coaching. Alors, je quitte parce que je fais un burn-out. Donc, c'est important de le dire. Et un burn-out, ce n'est pas un simple coup de mou. On est sur un épuisement. Donc, c'est pour ça que je décide de quitter. Alors, si on peut rester d'abord sur le burn-out, ça s'est manifesté comment? Comment tu as compris que tu faisais un burn-out? Je n'étais pas très contente d'aller au boulot le matin. Il y avait un nœud dans le ventre, quelque chose qui se jouait à l'intérieur de moi. Il y avait, en termes d'émotions déplaisantes, de la colère de ne pas avoir de reconnaissance ni d'évolution et de ne pas être challengée. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. Et j'aime être challengée. Et il faut dire qu'il y avait un contexte. Le Covid, il y a eu le Covid, il fallait aussi que les écosystèmes s'adaptent au télétravail. Donc, il y a eu tout un contexte qui a fait qu'il y a eu une perte de sens. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir fait un burn-out à cette époque-là. Il y a eu pas mal de personnes qui ont vécu cette épreuve du burn-out, qui est une épreuve extrêmement douloureuse. Et les symptômes, c'est des pleurs, c'est des cauchemars, beaucoup de cauchemars, de se réveiller le matin, de se dire en fait, je suis pas à ma place, je suis pas dans mon axe. Et puis ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi, c'est pas moi en réalité. Moi, je suis tu avais pas. Aujourd'hui, tu peux poser des mots. Parce que tu as le bagage pour. Mais à l'époque, tu n'étais pas coach, tu n'étais pas dans le développement personnel. Il y avait les pleurs, il y avait l'angoisse. Mais est-ce que tu pouvais dire « je ne suis pas à ma place » Est-ce que tu avais le vocabulaire, la perception? C'est une très bonne question. Non, je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas le dire parce qu'il y avait trop de colère. Et quand tu es dans la colère, tu es dans une posture de victimisation.
Et tu dis, mais en fait, c'est parce que j'ai pas de reconnaissance, c'est parce qu'on ne me challenge pas, c'est toujours la faute des autres. Et moi, à cette époque-là, je me suis faite accompagner en psychothérapie pour essayer de comprendre, en fait, ce qui se jouait à l'intérieur de moi. Pourquoi tu allais mal? Oui, j'allais mal. Et cette colère, c'était pas moi, en fait. C'était pas moi, c'était quelque part quelqu'un d'autre qui était pas bien dans sa peau. Alors que moi, tout le monde dans mon environnement, tel que les gens me connaissent, Kigoulou, Sophia, c'est un soleil. Et Sophia, elle est tout le temps souriante, elle a la joie de vivre. Et donc, cette joie de vivre, j'avais envie vraiment de la retrouver. Et en psychothérapie, j'ai réussi à déjà mieux me traiter, me dire en fait cette colère c'est pas toi déjà. C'est important aussi de se dire parce que généralement ce qui se passe quand on est en colère, c'est qu'on a avec le sentiment de culpabilité. Et avec le sentiment de culpabilité, il nous mène vers finalement des comportements négatifs, un état interne où on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise, on commence à s'auto-saboter. Donc, la psychothérapie m'a aidée juste à me dire, écoute, ça, c'est pas toi, c'est un comportement que tu as parce qu'il y a un environnement qui n'est pas juste pour toi aujourd'hui. Donc, on a fait un travail, il y a eu un gros travail d'écoute où j'ai libéré ma voix, me suis exprimée, j'ai dit tout ce qui n'allait pas. Où tu t'es écoutée aussi. Absolument. Mais chérie, l'écoute du psychothérapeute ou de la psychothérapeute, c'est aussi s'entendre parler. Absolument, c'est important, mais il m'a guidée vers cette écoute. Et je pense que l'écoute intérieure, elle vient en seconde étape, parce qu'on a besoin d'abord d'être écouté. Et on a besoin d'empathie. En fait, quand on vit un burn-out, généralement, c'est que l'empathie nous a manqué. La bienveillance nous a manqué. Et c'est important, dans l'estime de soi, d'être aimé. Quand tu dis la bienveillance et l'empathie nous a manqué, c'est soit avec soi-même ou de l'extérieur vers nous? Les deux. Les deux. Tu n'étais pas cool avec Sophia? Non, je n'étais pas cool avec Sophia. Je me traitais clairement pas comme ma meilleure amie. Je culpabilisais et je pense que je ne m'aimais pas assez. Et j'avais besoin de travailler sur ces aspects-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai découvert, donc je pense qu'on va en venir, j'ai découvert la programmation neurolinguistique, qui est pas juste une technique, c'est une philosophie de vie avec plusieurs piliers, notamment le pilier de communication, où tu apprends à être bienveillant envers toi-même, mais aussi envers les autres, et à changer ton rapport à toi et ton rapport aux autres. Il y a aussi le pilier évolution, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'évoluer doucement. Me dire, OK, j'ai décidé de quitter un écosystème où je ne suis plus à ma place. OK. Mais tu me brûles trop les étapes. Attends. Alors, burn-out, suivi. Oui. Pendant le suivi, tu décides d'arrêter l'écosystème dans lequel tu étais? Oui. C'est pendant le process? Oui, parce qu'on travaille sur mes valeurs. OK. Et d'ailleurs, le travail sur les valeurs est très important parce qu'il bouscule beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Oui, donc c'est là qu'on s'écoute. C'est ça. C'est là qu'on s'écoute. Et quand on s'écoute, en fait, est-ce que tu as eu peur de t'écouter? Parce qu'en t'écoutant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sors de ce que je connais. Ça veut dire, j'ai l'obligation vis-à-vis de moi-même de quitter cet environnement qui ne me convient pas, mais dans lequel j'ai quand même une sécurité financière, j'ai quand même une existence. Quand je me présente en tant que Sophia Hasnaoui, cadre à la banque. Il y a une petite peur au fond de soi. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur, mais c'est là que je dois parler du courage. Oui. Les personnes qui décident de quitter, c'est des personnes qui ont le courage d'oser quitter ce qui ne leur convient plus. Ça demande de la résilience. Et cette peur-là, aussi déplaisante qu'elle soit, il faut l'accueillir. Ouais. Et une fois que tu l'as accueillie, tu vis cette tristesse, cette peur, où tu te dis mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Je me suis posé énormément de questions. J'ai même lancé un projet de prêt-à-porter qui était un flop total. Donc il y a eu aussi des moments d'incertitude. Et tu voulais pas de vide en fait? Je voulais pas de vide et je voulais pas accepter de ne plus être
en fait, libre et indépendante. Financièrement. Voilà. En tant que femme marocaine, En tant que femme marocaine. on a tellement grandi avec sois libre, sois indépendante. Ah ouais, voilà. Oui. Voilà. Ah, C'est des injonctions qui sont... J'ai été clairement élevée comme ça. Donc, quelque part, moi, c'est le schéma que j'ai vu, c'est ce que je connaissais. Et moi-même, j'ai financé mes études, j'ai été élevée comme un homme. Ouais. Et donc... c'est tout à l'honneur de mes parents. Je les remercie beaucoup de m'avoir donné entre guillemets, ces armes-là pour avancer dans la vie. Et c'est vrai que quand j'ai quitté le salariat, de plus avoir un salaire tous les mois, ça a été compliqué. Ouais. Ça a été compliqué de l'accepter. Ouais. Moi, ça a été mon plus grand challenge dans ma décision aussi. Oui. C'est comment accepter. Et c'est en fait le jour où j'ai accepté de ne pas avoir un salaire à la fin du mois, c'est ce qui a été libérateur. Ça a été le déclic. Là, je me suis dit, en fait, je suis en paix avec cette idée. Je suis en paix avec l'idée de ne pas recevoir de salaire à la fin du mois. Et en fait, c'est bon. C'est magnifique. Ouais. Et aujourd'hui, tu te sens en paix. C'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu ressens cette paix. Je la ressens. Mais à Ossani, on peut pas mentir aux gens. C'est qu'à côté, j'ai un soutien. Oui. J'ai un soutien à la maison. J'ai quelqu'un qui me soutient moralement, qui me soutient financièrement. J'ai quelqu'un sur qui... comme on dit بالعربية نقدر نستند عليه عندي السند ديالي. Mais dire à une femme par exemple oui tu n'es pas bien dans ta carrière quitte mais à côté tu as pas de plan B, tu n'as pas de soutien, tu n'as rien, c'est compliqué enfin. Oui, plan B, je vois très bien ce que tu veux dire. Le plan B est important et je n'aurais peut-être pas pris cette décision si je n'avais pas le soutien derrière, le pilier sur lequel m'appuyer pour pouvoir finalement amorcer cette transition professionnelle. Qui est ton mari. Qui est mon mari. Voilà. Mais c'est très bien, pardon oui. Sophia de le préciser, parce que des fois on me dit, oui, dans ton podcast on parle de femmes, mais on oublie les hommes. Alors, il y a des hommes formidables, comme dans toutes les cultures et les sociétés. Il y a des hommes qui sont malheureusement, mais il y en a qui sont formidables. Et je veux dire, et quand ils sont formidables, on leur rend honneur dans ce podcast aussi. Ton époux, le mien, voilà. Oui, c'est important. C'est important, exactement. C'est vrai que c'est important de rendre honneur à ces hommes qui se lèvent le matin très tôt, qui vont au boulot et qui rentrent très tard le soir parce qu'ils soutiennent leur famille. Exactement. Et on leur rend hommage, donc c'est très joli. Moi, je suis contente que tu en aies parlé parce que moi, tout le temps, j'aime encourager ces hommes-là parce qu'ils ont besoin aussi de cette reconnaissance-là. Tout à fait. Après, il y a des femmes qui souffrent aussi beaucoup, Absolument. qui n'ont pas cet oreiller-là sur lequel s'appuyer et cette épaule-là plutôt, cette épaule-là sur laquelle s'appuyer. Restons romantiques, cet oreiller. Voilà, cet oreiller. Bon, en tout cas, cette épaule-là, et c'est vrai que ces femmes-là qui décident, qui osent faire des changements de vie, ça doit être encore plus compliqué pour elles. Et là, moi, ce que je suggère, quand on me pose la question, Sophia, moi, j'aimerais faire une transition professionnelle, j'ai envie de quitter, je leur dis, écoutez, d'abord, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est d'avoir un salaire qui tombe tous les mois et une stabilité financière ? Est-ce que c'est plus important que d'oser découvrir une nouvelle carrière, un nouveau métier, et quitte à gagner moins ? Exact. De se poser les bonnes questions. Absolument. Qu'est-ce que je veux ? Voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me nourrit, ouais. et d'aller à différents niveaux d'intention. Et le travail sur les valeurs, en fait, quand on travaille sur nos valeurs fondamentales, pas sur nos valeurs identitaires, sur qu'est-ce qui me porte dans ce projet de transition. Moi, par exemple, je sais exactement ce qui m'a porté. C'est ma valeur liberté. Je suis portée par la liberté, bien que j'ai dû renoncer à la liberté financière. Mais de toute façon, choisir, c'est renoncer. Tout à fait. Donc, mais j'ai trouvé des solutions alternatives. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme solution alternative temporaire pour mener à bien ce projet sans que l'impact soit violent ? Donc, pour moi, il y a toujours des solutions. Alors, si on peut revenir justement à cette notion de féminité, parce que abandonner cette autonomie, cette indépendance financière, tu as dit j'ai été éduquée comme un homme, en fait. Oui. Est-ce que le fait de ne plus avoir cette autonomie financière t'a reconnecté avec ta féminité ? Une forme de vulnérabilité féminine ? C'est une très bonne question. Oui, et au départ,
j'avais du mal à accueillir cette vulnérabilité. Aujourd'hui, non seulement je l'accueille, mais en plus, je suis heureuse de pouvoir la vivre et la ressentir. C'est-à-dire qu'en termes d'émotion, quand je rentre, par exemple, à la cuisine, préparer des gâteaux avec mes enfants, et je me dis, bah oui, j'ai passé 2 heures à faire de la pâtisserie, plutôt que de travailler sur un projet, mais c'est pas du temps perdu, c'est de l'abondance. Donc en fait, j'ai changé même mon rapport à l'argent. Aujourd'hui, je suis plus heureuse en termes de rapport à l'abondance qu'avant. Parce qu'avant, je stressais tout le temps. Je me disais, j'avais même pas envie de regarder en fait mon compte bancaire parce que mes importants étaient différents. Aujourd'hui, mes importants sont complètement... ce n'est plus du matériel, c'est de l'immatériel. C'est comment je vais passer du temps qualitatif avec mes enfants, et peut-être que finalement, j'ai besoin de moins de choses, mais plus de qualitatif. Exactement. Et donc, du coup, c'est clair que je suis plus vulnérable et je l'ai accueilli. Au début, c'était compliqué, mais on apprend tout, on évolue. On évolue. Voilà, ça fait partie aussi de l'évolution. Tu as eu besoin de la validation morale de ton entourage, de ta maman, pour laisser cette sécurité financière, cette armure dans laquelle tu as été éduquée, et rentrer dans une autre façon de vivre. Est-ce que tu as eu besoin justement d'un regard approbateur? J'ai eu besoin de ce regard approbateur. On ne peut pas en vouloir à nos parents de s'inquiéter pour nous. Absolument. Parce que ce sont des parents et ils vont... Je ne peux pas dire qu'ils remettent en question nos choix, mais en tout cas, de leur propre perception. Ils ont leur modèle aussi. Ils ont leur modèle. Donc, l'idée que la carte n'est pas le territoire. Donc, leur modèle à eux n'est pas notre modèle à nous. C'est des générations différentes. Oui, j'avais besoin de leur approbation, certes, mais j'avais aussi besoin de leur prouver. Bien qu'aujourd'hui, je dis qu'il ne faut rien prouver à personne. Mais j'avais besoin quelque part de leur prouver que j'allais y arriver. Et que je pouvais réussir ce challenge. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont super fiers de moi. C'est dur. Pourquoi? Ça va. C'est dur. Ça va. Au contraire. Ma fille m'a posé une question le week-end dernier où elle me disait « Maman, c'est quoi la réussite pour toi ?» Elle a quel âge? Elle a bientôt 10 ans. D'accord. Déjà, moi, je me dis « Waouh, à 10 ans, poser cette question, c'est quand même fort. Donc ça, c'est la nouvelle génération. Ils sont non seulement très intelligents, mais ils sont très mûrs. Et je lui ai répondu « Écoute, pour moi, la réussite, c'est déjà d'avoir la bénédiction de ses parents, Serdat al-Walidin. Et c'est aussi, finalement, de voir ses enfants heureux. Donc, dans l'autre sens aussi. C'est que ta ouladek ressomer de walik, quelque part. Et c'est ce sur quoi je mets en tout cas l'énergie. Mais toi, dans tout ça, l'énergie Sophia, dans tout ça, tu as parlé des parents, tu as parlé des enfants. Sophia, elle est encore en train de se transformer. Moi, je ne peux pas te dire qu'en 2-3 ans, je me suis déjà totalement transformée. Donc, le travail sur soi, je pense que c'est un chemin. C'est un chemin qui est semé d'embûches. Il faut être agile et s'adapter donc, au chemin. Et aussi apprendre à se traiter, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment comme sa meilleure amie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'ai développé cette capacité-là, c'est que dès que je sens qu'il y a de l'auto-sabotage ou un syndrome de l'imposteur, je sais comment revenir à moi, me recentrer, revenir à cet axe qui est stratégique pour moi. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir une vision et d'avoir des rêves. Donc j'ai beaucoup de rêves. Sophia d'aujourd'hui, elle a beaucoup de rêves. Alors dis-moi, est-ce que tu pensais, quand tu étais plus jeune, on va aller dans la vingtaine, début trentaine, est-ce que tu pensais que ta vie serait faite de plusieurs vies? Je pense pas que j'avais en fait, je ne le conscientisais pas encore. Et c'est venu avec l'expérience, mais aussi avec les enjeux qui peuvent être douloureux. Que ce soit des enjeux de santé,
Donc moi, j'ai eu un petit souci de santé. En 2022, en post-burnout, j'étais prédisposée à avoir une névralgie faciale. J'ai fait une extraction de dents de sagesse et le nerf a été lésé. D'accord. Et donc ça a été une épreuve pour moi. Et donc, après le burn-out. Après le burn-out. Et cette épreuve-là de santé, elle m'a obligée à ralentir et elle m'a obligée à m'écouter. Tu avais démissionné? J'avais quitté, oui. J'avais quitté. Ouais. Tu avais déjà quitté? Oui, j'ai quitté. Moi, je n'ai pas démissionné. J'ai quitté dans un cadre de rupture conventionnelle okay. avec l'entreprise avec laquelle je travaillais à l'époque. Tu as pris combien de temps avant de savoir ce que tu voulais faire? Je me suis formée en PNL, d'abord pour moi. Donc oui, je me suis occupée de moi déjà en allant vers de la formation pour essayer de comprendre, comme je te disais, ce qui jouait émotionnellement. Et donc j'ai commencé les bases de la programmation neurolinguistique et ensuite tout le monde dans mon entourage me disait « Mais Sophia, tu es rayonnante, on te retrouve, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc je passe au deuxième niveau, niveau technicien. Et au niveau de technicien, tu commences à pratiquer. Et en fait, tu commences à accompagner tes binômes de formation. Oui, de formation. Et quand j'accompagnais mes binômes de formation, je recevais des feedbacks extrêmement positifs où les personnes me disaient « Mais en fait, Sophia, tu es faite pour ça. Tu es dans le partage, tu adores transmettre, tu devrais peut-être t'intéresser à ces sujets-là. » Et je me suis formée, j'ai fait une autre formation de formateur pour acquérir les différents outils pédagogiques pour animer une séance de formation. Et là, je découvre aussi le collectif. Et en fait, j'ai adoré cette énergie collective et j'ai été portée par cette énergie collective et je me suis dit, ok, là, je suis vraiment à ma place. J'ai trouvé mon ikigai. Oui, c'est ma mission de vie. Oui. Et ensuite, j'ai aussi, alors que je n'avais jamais fait d'associatif avant, j'ai aussi décidé de contribuer au travail associatif. Aujourd'hui, j'accompagne les jeunes boursiers de la Fondation Jadara. Ok. D'ailleurs, que j'adore. C'est une fondation qui fait un travail exceptionnel sur les talents marocains, sur les jeunes issus de milieux défavorisés qui ont un potentiel énorme. Et en fait, la fondation contribue à révéler le potentiel de ces jeunes. Et aujourd'hui, des jeunes Marocains. Des jeunes Marocains. Voilà. Mais juste des jeunes, mais brillants. Ouais. C'est-à-dire, quand je dis brillants, ils t'impressionnent, ils te scotchent. Ouais. Et moi, j'ai animé des ateliers pour ces jeunes, d'abord en présentiel. Et ça a été juste, pour moi, tellement nourrissant, tellement... c'est-à-dire que j'ai vécu émotionnellement, ça a été un roller coaster émotionnel où je me suis dit, en fait, c'est ça que j'aime faire, c'est ce que je kiffe le plus en fait dans la vie, c'est de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, sur les jeunes. Et donc j'ai continué à animer pas mal d'ateliers pour eux, à avoir des retours extrêmement positifs. Et aujourd'hui, ma mission de vie, au-delà de ce que je fais en entreprise, de former en entreprise ou de coacher individuellement avec la PNL, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime le plus. En fait, c'est le travail associatif et de pouvoir contribuer à la jeunesse, tu sais, d'impacter d'impacter la jeunesse, de pouvoir les impacter à travers mon vécu, mes expériences. En fait, la compétence, elle est partout. Il y a beaucoup de gens compétents, surtout dans les métiers de l'accompagnement. En revanche, cette jeunesse, elle a besoin d'énergie. Et c'est ce sur quoi moi, je mise le plus, c'est-à-dire cette énergie positive qu'il y a entre nous quand on se retrouve. Ils te rajeunissent. Ouais, ils me rajeunissent et ils me montrent que, en fait, ils me donnent l'espoir en l'humain. Parce que quand j'étais en entreprise, que ce soit dans l'écosystème dans lequel j'étais moi, mais en entreprise de manière générale, et c'est universel, il y a de la toxicité. Et en fait, cette jeunesse, elle te rappelle qu'en fait, il y a de l'innocence, et c'est ce qui nous porte, en fait, nous, les êtres humains. Et ça nourrit ton enfant intérieur. Absolument. Quand tu retrouves cette innocence. Donc, quelque part, aujourd'hui, oui, si tu me donnes le choix, par exemple, tu me dis, écoute, Sophia, demain, je te donne 2 choix. Soit d'aller en entreprise, parce qu'il y a une mission qui va être payante,
Et j'aime faire ça, c'est Ouais. important. Attention, c'est important. Parce que dans l'ikigai, il y a aussi cette vocation de pouvoir Allier, en fait, ce qu'on aime avec gagner sa avec vie. gagner sa vie. Donc oui, c'est important. Et si tu me donnes le choix, tu me dis demain, tu as une mission en entreprise ou tu veux aller dans une association, contribuer à quelque chose de plus grand que toi, je vais tout de suite te dire que la valeur contribution, elle est très forte chez moi. Beaucoup Et plus je que pense l'argent. oui, et je pense que dans ma décision, j'irai vers ça. Après, et ça, je l'ai conscientisé avec tous les outils que j'ai en main aujourd'hui pour pouvoir accompagner, c'est qu'on peut réconcilier Les deux. les deux, en fait. Complètement. Complètement. On peut faire les deux et trouver le juste équilibre Ouais. de se dire, OK, sur un mois, je vais me challenger. J'aimerais animer 2 missions en entreprise et j'aimerais contribuer en association les week-ends, parce que je peux le faire le week-end, même le soir, sur mon temps aussi perso. On peut faire les deux. Ouais, Voilà. C'est absolument. possible. Absolument. Alors, tu es une femme marocaine, Oui. ok? Oui. Une quadra, une jeune quadra. Mais j'ai 16 ans, moi, dans mon âme. Ouais. Mon âme, elle a 16 ans. Hein. On a une éducation, on a une façon d'être éduqué, on a une façon de vivre dans notre culture, dans notre pays. Qu'est-ce que tu as emmené de ta marocanité dans ces changements? Qu'est-ce qui a impacté, en fait, venant de ta marocanité, ce parcours de vie? Quand tu dis marocanité, Ta culture marocaine, ton identité de femme marocaine. une femme résiliente. Et j'ai eu l'exemple à travers ma mère, mes grands-mères. Ma grand-mère paternelle a été veuve à l'âge de 40 ans et avec 7 enfants. Et elle a dû tout faire toute seule, c'est-à-dire élever ses enfants toute seule. Et elle a élevé des hommes et des femmes, et des femmes-hommes qui ont réussi professionnellement à l'étranger. Pourquoi je parle de ça? Parce que ma grand-mère paternelle a été un réel modèle pour moi de résilience et de femme qui est capable d'élever seule ses enfants et d'en faire des hommes cultivés qui travaillent pour leur patrie. Parce que moi, je suis une fille de diplomate. Mon père a représenté son pays à l'étranger. Il a porté le drapeau du Maroc dans son parcours professionnel à l'étranger. Et c'est ce que j'ai vu à travers, parce que je l'ai vécu quelque part avec lui. Et aujourd'hui, pour moi, être une femme marocaine, c'est être une femme digne de la culture marocaine et de comment on la représente, non seulement au Maroc, mais aussi à l'étranger, parce que c'est le rôle que j'ai eu à porter toute petite, même dans les écoles françaises à l'étranger dans lesquelles j'ai baigné. C'était de représenter mon pays, ma culture. Donc, ce rôle-là, je le porte depuis toute petite. Et aujourd'hui, dans le métier de l'accompagnement, je le porte encore parce que la marocanité, c'est quoi? C'est la résilience, c'est la persévérance, c'est la détermination, c'est l'hospitalité, c'est l'accueil, c'est la chaleur humaine, c'est tout ça. Et oui, je pense que je le porte fièrement aujourd'hui. Ouais. Oui. Revenons à la quarantaine, justement. Cet âge-là, tu le vis comment, Sophia Hasnaoui? Super bien. Ouais. Ah, super Tu t'attendais bien. à le vivre comme ça? Quand tu étais plus jeune, tu voyais 40 ans comment? Une femme de... Alors, quand tu es plus jeune, tu le vois vieux. Ouais. C'était un petit peu la culture de nos parents, de nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est différent. Mon fils, il me dit, mais maman, mais tu n'as pas 41 ans. Toi, on dirait que tu as 12 ans. Il a quel On âge? dirait que tu as 12 ans. Il a bientôt 6 ans. D'accord. Et quand il me dit ça, mais ça me Ouais. donne une énergie de fou. À l'intérieur, il m'arrive d'être fatiguée, de ressentir beaucoup de fatigue, parce que c'est normal. La femme de 40, 41 ans, elle a des enfants en bas âge, elle est active, donc il y a de la fatigue physique, clairement. Mais moralement, j'ai beaucoup de vivacité d'esprit, j'adore produire, j'adore créer. D'ailleurs, moi, je crée même dans mon sommeil. Ouais. Donc, à chaque fois que je dois produire un contenu, par exemple pour une formation, je trace tout le programme Ouais. pendant mon sommeil. Donc je pense qu'il y a cette vivacité
capacité. Non, mais je me sens franchement au top de ma forme. À 41 ans, je fais beaucoup de sport. Je m'alimente bien. J'aime les bonnes choses, en fait. Je traite mon palais comme un palais. Oui, magnifique. C'est ce que m'a appris mon mentor, parce que bon, j'ai eu un petit parcours de perte de poids, parce que je pensais que c'était important, après les enfants, de penser à soi. Donc, tu m'as posé la question tout à l'heure. Oui, j'ai énormément travaillé sur moi, mais aussi sur comment je m'alimente. Okay. Donc, j'ai suivi un programme, et dans ce programme, mon mentor nous disait tout le temps, ton palais, en fait, ce que tu mets dans ta bouche, bah, c'est un palais. C'est qsr. Ouais. Parce que tu dois te traiter comme un palais. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je favorise une alimentation qui est saine, qui est Mais est-ce que tu mets ça dans le contexte de l'âge? Est-ce que tu te dis, je dois prendre soin de moi davantage, traiter mon palais comme un palais, parce que, justement, j'ai dépassé le cap de 40 ans? Écoute, je ne l'ai pas associé à ça. C'est-à-dire, quand c'est arrivé à moi... je me dis pas parce que j'ai 40 ans... je prends plus soin de moi. J'ai peur de vieillir. Non, moi, j'ai pas cette peur-là. Moi, je me dis que c'est une chance de vieillir. Mais je conscientise l'importance de bien vieillir. Il y a une nuance. Oui. Donc, bien vieillir, c'est quoi? C'est s'occuper de soi, donc manger correctement, bouger et trouver le juste équilibre. Ouais. Et pour moi, le juste équilibre, il passe aussi par le mouvement. Le mouvement, c'est le mouvement du corps. Tout à fait. Parce que dans le corps, il peut y avoir beaucoup de choses stockées, notamment des traumas, qui peuvent surgir comme ça, être titillés. Quand tu es en période de stress, tu commences à ressentir des douleurs au niveau de tes épaules, au niveau de ton ventre. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, moi, j'ai conscientisé que c'est important de bouger à travers de la marche, de respirer, de méditer, de ralentir pour avoir moins mal. Moi, si tu veux, j'associe en fait le bien-être à avoir moins mal et mieux vieillir. Pourquoi moins mal? Tu as mal d'habitude? Parce que j'ai eu de la douleur. Anna, j'aurais pas dit au Maroc parce que je n'ai pas cette croyance limitante. Ok, oui. À la base. Donc, moi, je te dirais réussir, tout court. Avec mon âge et ma situation actuelle. Est-ce que tu penses que c'est compliqué de réussir à ton âge une nouvelle carrière? Non. Je pense que rien n'est facile. Que l'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 44 ans, rien n'est facile. Mais qu'à 44 ans, on a une expérience, on a une expertise, on a, je parle de moi, donc une expérience, une expertise, une réputation. Et donc, je me dis, j'ai eu la chance de construire tout ça. J'ai eu la chance de construire tout ça. J'ai la chance aujourd'hui d'évoluer dans un monde où finalement la technologie me permet de diffuser sans que j'ai une radio, sans que j'ai une télé, sans avoir la structure radio, structure télé qui est extrêmement coûteuse, mais les réseaux sociaux sont gratuits. En fait, j'ai la chance aussi de voir un écosystème de studios, de podcasts évoluer. Et donc, je n'ai pas eu besoin d'investir dans un local, dans une structure, mais je peux louer un espace et justement contribuer au développement d'une start-up, etc. Et donc, moi, je ne vois tout ça qu'en chance, qu'en positif. Mais ça, je peux t'assurer qu'il y a 2 ans, je ne t'aurais jamais dit ça. Il y a peut-être même 1 an, je ne t'aurais jamais dit ça, comme ça. Mais c'est un changement de mindset. C'est très juste ce que tu dis. Il y a eu un changement de paradigme en 2 ans. En 2 ans, oui. Par rapport à cette accessibilité aux réseaux sociaux. Et tout ça s'est vachement démocratisé pour les personnes qui n'ont pas de plateforme, de grands moyens. Parce il fallait énormément de grands moyens. Mais ce que j'ai envie de faire aussi, c'est d'apporter, en fait, et j'ai aussi déconstruit une croyance, c'est que les réseaux sociaux, c'était pour les influenceurs. Sans aucun jugement de valeur, bien sûr. Je ne suis pas une influenceuse, je suis une professionnelle des médias. Et donc, en fait, je me suis dit, tu peux ramener l'expertise média, tes 20 ans d'expérience, le savoir-faire média, le respect de l'audience, le contrôle, en fait, du message positivement. Pourquoi? Parce que quand on est
écouté, reçu, regardé, on a un public qui est très large. Et chaque public est son background. Et donc, il faut faire très attention quand je dis contrôle, c'est ça, par rapport au choix de mots, à toutes ces choses-là, comment elles peuvent être perçues Oui. et interprétées. Donc, faciliter le message pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je me suis dit, en fait, je vais ramener mon expertise média, mais via les réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas une influenceuse, je suis une professionnelle des médias avec 20 ans d'expérience qui diffuse sur les réseaux sociaux, sur le digital. Donc, j'ai dû déconstruire, avec la perception d'y aller, les réseaux sociaux égale à influenceur. Non. Ben non, en fait. Ben oui, c'est vrai. C'est la technologie, c'est l'évolution de la technologie. Est-ce qu'elle me permet, en fait, de faire et de pratiquer mon métier? Oui, absolument. En fait, tu as été agile. Tu t'es adapté aussi à ce que aujourd'hui, ce que les réseaux sociaux nous permettent de faire. Voilà. Ils nous permettent de faire beaucoup de choses. Tout à fait. Tu as raison. Et pareil, moi, quand j'ai démarré ma communication sur LinkedIn. Oui, j'ai vu un post dernièrement et j'allais te poser la question. En fait, c'est fou. C'est fou parce qu'il y a 2 ans, ça a très vite évolué. Il y a 2 ans, je l'ai fait juste pour partager mon histoire. Oui. Pour un partage authentique, sincère. J'avais besoin de libérer ma voix. Et LinkedIn a été vraiment une plateforme libératrice pour moi. Et ensuite, j'ai publié au fur et à mesure. J'ai essayé d'être constante par rapport à mon métier d'aujourd'hui. La plateforme a été aussi une plateforme où il y a eu des moments de doute. Parce que tu commences à te comparer à ce que font les autres. Tu te poses beaucoup de questions. Tu doutes. Tu dis, oh, mais est-ce que je fais bien? Comment je dois faire? Donc, tu apprends. Douter, c'est bien aussi. Parce qu'on apprend à travers le doute. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est déjà la rapidité à laquelle ces plateformes-là évoluent. Et je me dis, mais en fait, j'aime pas dire il faut, parce qu'il ne faut rien. Il faut faire ce qui est juste je pour parle soi. Naturellement. Oublie ta casquette de coach, là. Voilà, c'est ça. Merci. En fait, aujourd'hui, je me dis, mais il faut oser, en fait. Ouais. Tu vois, juste ça. Là, on arrive à la fin de notre podcast. Magnifique. Et ça, c'est un petit rituel que j'ai avec toutes mes invitées. C'est de leur tendre le petit miroir du podcast Anaounti et de me dire, en fait, qu'est-ce que tu emportes avec toi? Qu'est-ce que tu vois dans le miroir et qu'est-ce que tu emportes avec toi de cet échange? Je dois me regarder en même temps. Oui. Je vois une femme courageuse, une femme résiliente, qui n'a pas peur des embûches qui peuvent se présenter dans le chemin, parce qu'il y en aura, et c'est cyclique, et c'est normal. Une femme qui rêve, une femme qui ose, une femme qui contribue, et une femme humaine, tout simplement, avec ses fragilités, ses forces, ses faiblesses, et qui avance. Et en face de moi, je vois une femme magnifique que j'admire. Merci Sophia. Que j'admire beaucoup, que j'encourage, qui m'inspire. Merci. Tu inspires beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Et ensemble, on peut contribuer à quelque chose de grand pour notre pays. On vit dans un pays magnifique. Aujourd'hui, j'ai déconstruit la croyance que je ne réussirais pas professionnellement au Maroc. Aujourd'hui, j'ai dit je réussirai tout court au Maroc. Tout simplement. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans le cadre de la vie de famille. Et en fait, c'est juste être bien avec soi, parce que quand tu es bien avec toi-même, tu es bien avec ton environnement. Non, absolument. Et ton environnement est bien avec toi. Tu ne peux que faire rayonner cette belle énergie et poursuivre le chemin. Et vraiment, merci Yasmine pour ce que tu apportes. Merci à toi. Et pour cette graine que tu es en train de semer et qui fera à la fin un bel arbre. Inch'Allah, merci beaucoup. Un pommier ou un beau un pommier. olivier. Un olivier. Un olivier. Ah, le chemin de l'olivier. Tu connais la série? La série turque, exactement. Mais un olivier. Un olivier. Je trouve que l'olivier, en fait, l'arbre, d'abord, alhamdoulilah, on en a beaucoup au Maroc, mais c'est un arbre qui est majestueux. Absolument. Qui est d'une très grande beauté, dans sa simplicité, qui n'est pas très vert, mais dans la simplicité de sa couleur et de ses feuilles.
lorsqu'on lui met un coup de projecteur, vraiment, quand on met un coup de projecteur sous un olivier, mais ça devient une merveille. Une œuvre d'art, et absolument. Donc, un olivier, Inch'Allah. Sophia Hasnaoui Chaoui, merci beaucoup d'être venue dans Ana Ounti, Ana Ouiak, دوزنا وبقيتها زوينة. دوزنا وبقيتها غزالة. Merci beaucoup, Sophia. Merci infiniment. Merci.